Il lui répondit que cela signifiait qu'ils allaient passer la nuit à tenter de vider le donjon. Elle s'étonna du bon déroulement de l'expédition, et il attribua leur succès à la force des idoles de sang frais. Kiramine ajouta que cela avait semblé impossible auparavant. Ils s'étaient déjà aventurés dans la forteresse céleste, mais avaient dû battre en retraite en raison des dégâts importants qu'ils avaient subis, et ils n'étaient pas devenus beaucoup plus forts depuis. Ils pensaient donc que c'était en grande partie grâce à lui qu'ils avaient progressé. Kiramine l'invita à rejoindre leur guilde à leur retour, le pressant de considérer l'offre. En réfléchissant à ses capacités d'évaluateur, tant physiques que magiques, il reconnut qu'elles étaient médiocres. Néanmoins, il était reconnu comme un explorateur de premier plan, ce qui le remplissait de joie. Cependant, il se rendit compte qu'une telle exaltation précédait souvent une tragédie. Malgré les risques potentiels, leur expédition se déroulait sans encombre, et ils avaient atteint le 25e étage, se tenant devant la porte du boss du donjon. Il comprit que tous les explorateurs connaissaient cette porte, au-delà de laquelle se trouvait le monstre le plus puissant de tout le donjon, connu sous le nom de boss du donjon. Pour vider le donjon, il fallait vaincre cet ennemi redoutable, et une fois qu'ils y étaient parvenus, ils pouvaient activer le mécanisme d'autodestruction situé au-delà de la salle du boss. Cependant, il se demanda s'ils laisseraient le donjon intact s'il s'agissait de leur seul succès dans un donjon de rang. Contemplant l'immense défi que représentait l'affrontement avec le boss, il nota qu'aucun aventurier dans l'histoire de l'humanité n'était jamais revenu de l'autre côté de cette porte. En d'autres termes, si l'on se réfère aux tentatives passées, leur chance de survivre à cette pièce était de 0%. Dans ces conditions, Kiramine suggéra qu'il se retire pour le moment. Soudain, une voix s'éleva, demandant pourquoi il n'entrait pas. La confusion s'installa car le son semblait provenir de l'autre côté de la porte. Kiramine cria à tout le monde de rester vigilant, se demandant pourquoi quelqu'un parlait de l'endroit où le monstre devrait se trouver. Les mots étaient clairement en japonais. Kiramine s'approcha de la porte et demanda de qui il s'agissait. Une voix de l'autre côté lui répondit, la mettant au défi d'ouvrir la porte et de le découvrir. Kiramine a supposé que la personne les provoquait, et l'évaluateur s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas utiliser sa compétence d'évaluation sans contact visuel. La personne de l'autre côté a déclaré qu'elle n'avait pas envie de venir, laissant entendre qu'elle allait partir. Alors qu'il reprenait le chemin du retour, l'évaluateur se dit que tant que la porte resterait fermée, il serait à l'abri du boss du donjon. Cependant, la personne rétorqua que s'il ne rentrait pas, pourquoi n'était-il pas sorti par la porte du donjon? La porte s'ouvrit, et un elfe noir en sortit, les saluant. Kiramine demanda ce qu'était l'évaluateur, ce à quoi il répondit qu'il ne le savait pas lui-même, mais qu'il connaissait d'autres choses dont il pourrait discuter. Cependant, avant qu'il n'ait pu approfondir le sujet, quelque chose d'alarmant se produisit. Deux de leurs arrière-gardes eurent soudain la tête tranchée, provoquant la panique au sein du groupe. L'héroïne demanda à tout le monde de se calmer et de reprendre sa formation habituelle. L'évaluateur, quant à lui, commença à paniquer et réalisa qu'il avait oublié que les humains pouvaient mourir à tout moment, tout comme ses parents. Il se souvint que le donjon était un lieu de mort et tenta de se convaincre d'agir. Kiramine l'interrogea sur les informations qu'il avait obtenues grâce à l'évaluation. Il utilisa sa compétence et apprit que l'elfe noir qu'ils affrontaient était classé A, avec un double A en magie et un B en physique. Il possédait 4 compétences, la circulation de la magie, le champ ignoré, le champ multiple et la position naturelle. Il se demandait comment il pourrait vaincre un ennemi aussi redoutable, car il leur faudrait au moins 3 aventuriers de rang A pour avoir une chance. Or, il n'en avait qu'un seul. Soudain, il remarqua que l'elfe noir lançait un sort et en avertit tout le monde. Malheureusement, le sort de l'elfe noir était trop rapide pour qu'ils puissent réagir, et ils furent balayés par une puissante attaque de vent. Alors qu'il gisait sur le sol, l'elfe noir s'approcha de l'évaluateur et lui demanda comment il connaissait son cercle magique caché. L'elfe noir remarqua une lueur dans les yeux de l'évaluateur. Pour les empêcher de progresser, l'évaluateur utilisa sa magie pour créer un bouclier de pierre. L'un de leurs membres tenta de briser le bouclier mais n'y parvint pas, la différence de densité de mana étant trop importante. L'elfe noir leur expliqua cela et estima que seul Kiramine ou Rion avait une chance contre lui. Un Kizora demanda à Kiramine de détruire le rocher pour gagner du temps.
Kiramine pensait qu'il ne pouvait que battre en retraite, mais elle ne pouvait pas non plus laisser l'elfe noir sans surveillance. C'est à ce moment-là que ses coéquipiers s'avancèrent devant elle, la pressant d'y aller. Avec leur soutien, elle courut vers la pierre pour la détruire. L'elfe noir demande s'ils ont fini d'élaborer leur stratégie et se prépare à lancer une attaque. Un Kizora le remarque et prévient tout le monde que l'elfe noir est sur le point d'utiliser un sort d'eau de rang moyen, qui les touchera dans 3 secondes. Les membres de Fresh Blood Idol créent rapidement un bouclier en bois et parviennent à bloquer le sort d'eau. L'elfe noir, agacé par l'intervention d'un Kizora, l'avertit de ne pas jouer de mauvais tours, menaçant de le prendre pour cible en premier. L'elfe noir invoque alors une libellule carnivore à l'aide d'un sort d'invocation. Mais Rion invoque ses armes divines, éliminant rapidement toutes les libellules et protégeant un Kizora. L'elfe noir est surpris par la tournure des événements et commence à préparer un autre sort, les informant qu'il s'agira d'une magie de feu de rang moyen. Ils parviennent à bloquer le feu, mais un Kizora ne remarque pas le vent caché dans les flammes. Il se rend compte de son erreur, car un bouclier élémentaire ne peut pas résister à une magie de feu de cette ampleur. De manière surprenante, l'attaque est complètement bloquée par l'armure lourde, une technique défensive qui nécessite 2 aventuriers de la classe de nuit possédant les compétences nécessaires. Leurs corps deviennent aussi résistants que l'acier et agissent comme des boucliers, réduisant considérablement les dégâts. Ils se réjouissent d'avoir réussi à se défendre contre les attaques de l'elfe noir, mais un Kizora les avertit soudain. Takayama perd la tête et un autre membre est blessé à l'estomac. Ils sont horrifiés par ce qu'ils voient. Un Kizora se demande pourquoi il n'a pas pu sentir le mana de l'elfe noir. L'elfe noir explique qu'il a utilisé une technique pour précréer le sort, le rendant indétectable, et demande si c'est ce qu'un Kizora est en train de vivre. La frustration monte chez le Kizora lorsqu'il se rend compte qu'il ne peut plus voir à travers la magie utilisée par l'elfe noir. Il s'énerve contre lui-même, se sentant impuissant alors que quelqu'un d'autre doit vaincre le monstre pour gagner de l'expérience. À sa grande surprise, son niveau augmente d'une unité et il acquiert une nouvelle compétence. Après avoir détruit la barrière de pierre, Kiramine s'approche de l'elfe noir pour l'occuper, tout en demandant aux autres de se concentrer sur leur fuite. Alors qu'il s'enfuit, l'elfe noir crée un autre bouclier de pierre pour leur barrer la route. Anticipant les actions de Kiramine, il prévoit de concentrer ses attaques sur elle. Rion, conscient du danger, s'agenouille, comprenant que si l'elfe noir s'en prend à Kiramine, ils sont condamnés. Un Kizora l'implore de se relever et lui suggère d'invoquer une bête divine grâce à ses compétences. Mais elle avoue qu'elle ne la maîtrise pas encore. Un Kizora la rassure en lui disant qu'elle peut compter sur son soutien, car c'est son rôle. Pendant ce temps, un autre membre est projeté par l'attaque de l'elfe noir. Kuromine tente de repousser l'elfe noir et demande à tout le monde de se concentrer sur la défense. Un Kizora tente d'aider Kuromine dans son évaluation, mais Rion invoque soudain le Divine Beast Snake God Orashi. Rion tend la main à un Kizora, lui exprimant sa confiance. Cependant, Kizora demande à Kuromine de détruire à nouveau la barrière, et ils prendront le relais à partir de là. Kuromine commence à courir vers la barrière, tandis qu'un Kizora dit à Rion qu'il contrôlera Orashi. Grâce à sa nouvelle compétence copiée, acquise après avoir atteint le niveau 30, un Kizora peut temporairement reproduire n'importe quelle capacité qu'il évalue sur les cibles. Ils ordonnent tous deux à Orashi de suivre leurs ordres. Rion ordonne à Orashi de vaincre l'elfe noir, et le dieu serpent tente d'attaquer. L'elfe noir utilise un sort rapide appelé Rock Bullet, mais il n'a aucun effet sur Orashi. L'elfe noir est surpris lorsque le sort rebondit sur Orashi, qui continue de frapper l'elfe noir. Pendant ce temps, Kiramine et les autres tentent de briser la barrière, Rion arrêtant les sorts de l'elfe noir et Orashi bloquant les attaques. Ils finissent par détruire la barrière et Kiramine informe un Kizora qu'ils partent. Il demande à Rion de l'accompagner et tous deux s'enfuient. L'elfe noir est perplexe sur la façon de traiter Orashi quand soudain une femme elfe noire apparaît et détruit sans effort la tête d'Orashi. Elle se demande pourquoi l'elfe noir se bat contre un adversaire aussi faible. Alors qu'ils partent ensemble, ils se désignent l'un l'autre par les noms de EDAW et Gong. La scène passe à un Kizora allongé sur son lit, en train de vérifier son compte en banque. Son salaire est passé de 150 000 à 500 000 yens. Il a donc gagné 1 million de yens en 2 jours.
Il assiste aux funérailles des 4 vétérans qui ont perdu la vie au cours de l'expédition dans le donjon de Ran à Sky Fortress. Comme leurs corps n'ont pu être récupérés, des cercueils vides ont été utilisés pour la cérémonie, ce qu'un Kizora trouve troublant. Il se promet de défier à nouveau la forteresse céleste et de vaincre l'elfe noir. Après avoir mis en ligne la vidéo virale de l'elfe noir, qui a été visionnée plus d'1 million de fois, il se rend compte qu'il a rencontré 57 espèces différentes de monstres dans la forteresse céleste, ce qui lui donne matière à 57 autres vidéos. La popularité croissante de ces vidéos lui permet de gagner plus d'argent. Il consacre 50 000 yens à l'embauche de professionnels pour le montage de ses vidéos et prévoit de réaliser 20 vidéos avec le million de yens qu'il a gagné. Sa vidéo mettant en scène des wyverns et d'autres monstres obtient de bons résultats et attire davantage d'abonnés. Cela signifie que plus les gens regardent ses vidéos et s'aventurent dans les donjons, plus il gagne en expérience. En atteignant le niveau 77, son niveau de compétence s'améliore et il acquiert de nouvelles compétences telles que vue perçante niveau 8, œil magique niveau, inspecter niveau 4 et esprit niveau 2. La montée en niveau ne prend plus que quelques jours, et sa compétence de stockage peut contenir une grande quantité d'objets, équivalente à la taille d'une salle de gymnastique entière. La vue perçante lui permet d'évaluer un boss de l'autre côté de la porte sans contact visuel direct. La scène passe à un Kizora se tenant devant un donjon de Ranbei à Shinjuku. Les ennemis à l'intérieur du donjon deviennent progressivement plus forts. Le but de sa présence est d'utiliser la compétence spirituelle appelée Esprit Xenocarus. Soudain, un puissant esprit Xenocarus apparaît devant lui. Cette compétence lui permet d'invoquer l'esprit d'un défunt, à la manière d'un invocateur. Bien que Xenocarus ne soit pas aussi puissant qu'une bête divine, il présente un défaut majeur, il nécessite de l'argent au lieu de mana. Xenocarus demande à un Kizora de combien de temps il aura besoin aujourd'hui, et celui-ci lui répond qu'il lui faudra 8 heures. Xenocarus lui demande 80 000 yens pour ses services. Un Kizora informe Xenocarus qu'il s'occupera des nouveaux monstres pendant que Xenocarus s'occupera du reste. Xenocarus mentionne un pouvoir disponible pour 50 000 yens par heure, mais un Kizora refuse en raison du coût élevé. Xenocarus exprime alors sa frustration et fait claquer sa langue, déclarant qu'il va démontrer le pouvoir d'un esprit arrangé. Des mains violettes sortent de la main d'un Kizora et transpercent rapidement tous les hommes lézards, laissant tomber des objets et lui octroyant 45 000 points d'expérience. Il pense que Santakiri est à la hauteur de l'elfe noir, rien qu'en termes de rang, et il a l'intention de nettoyer les donjons avec l'argent qu'il gagne grâce à ses vidéos. Il reçoit un message de Rihanna, qui lui dit que ses vidéos sont impressionnantes et qu'elle suit son parcours depuis bien avant qu'il ne devienne célèbre. Xenocarus demande si Rihanna est une femme et suggère que la popularité croissante d'un Kizora le rend jaloux. Xenocarus l'avertit de ne dépenser de l'argent que pour lui et non pour sa petite amie. Kizora précise qu'elle n'est pas sa petite amie et assure à Xenocarus que tout son argent sera dépensé uniquement pour lui, confondant ainsi l'esprit. Conscient de sa propre faiblesse, un Kizora exprime sa confiance dans le pouvoir de Xenocarus. Xenocarus l'informe que la flatterie n'aboutira pas à une remise. Soudain, il reçoit un autre texte, cette fois de son éditeur. L'éditeur, Sadu Shinji, lui demande s'il est intéressé par un contrat d'exclusivité et lui propose un rendez-vous après avoir atteint le 60e étage du donjon. Pendant les 3 jours que dure l'ascension de ces étages, le contrat d'un Kizora avec Xenocarus prend fin. Il enregistre près d'une centaine de vidéos pendant cette période et prévoit de faire travailler son monteur habituel sur 10 vidéos à la fois. À la guilde Fresh Blood Idol, un Kizora et Rion discutent avec Kiramine. Kiramine les invite tous deux à rejoindre la guilde, et Rion, troublé par cette proposition, reconnaît que c'est grâce à un Kizora. Kiramine suggère que ce serait encore mieux s'ils rejoignaient tous les deux la guilde, car la capacité d'évaluation d'un Kizora améliore les capacités de combat de tous les membres de la guilde. Elle lui laisse le temps de réfléchir à son offre, s'attendant à une réponse positive. Rion demande à un Kizora ce qu'il devrait faire puisqu'ils n'ont pas de bonne raison de rejeter l'invitation, mais un Kizora reste hésitant. Après s'être séparés, un Kizora se rend dans un café pour attendre son éditeur. Lorsque Sadu Shinji arrive, il s'excuse d'avoir fait attendre un Kizora et se présente comme l'éditeur qui a travaillé sur ses vidéos. Sadu mentionne la moyenne de vues élevée et la popularité dont jouit un Kizora parmi les explorateurs,
soulignant qu'il est très apprécié dans ce domaine. Sadu admet qu'il est excité et suggère que la chaîne d'un Kizora a besoin de plus d'éditeurs. Il propose de former une guilde et d'y installer l'équipe d'édition, tout en envisageant d'engager un conseiller juridique pour prévenir d'éventuels problèmes légaux. Cependant, un Kizora, qui n'était encore qu'un pauvre aventurier, a du mal à croire et à envisager de telles possibilités. Il informe Sadi qu'il a reçu une invitation de Fresh Blood Idol. Lorsqu'on lui demande s'il va l'accepter, il répond qu'il y réfléchit encore. Sadu lui conseille de créer sa propre guilde, ce qui lui permettra de maîtriser pleinement sa capacité d'évaluation. Il partage sa propre expérience d'explorateur dans une guilde dans le passé, mais n'ayant pas de classe, il a quitté la guilde avec déception. Même s'il avait obtenu une classe, il doute qu'elle lui aurait permis de progresser dès le premier niveau. Cependant, grâce à ses vidéos d'évaluation, il pense que les personnes ayant une classe ont désormais une chance de monter en niveau. Il entrevoit un avenir radieux pour les capacités d'un Kizora et souhaite travailler avec lui dans le cadre d'un contrat d'exclusivité. Sadu explique que ses propres rêves ne se sont pas réalisés et qu'il ne veut pas que la prochaine génération abandonne les siens. Il veut soutenir un Kizora et s'affranchir lui-même en quittant son emploi. Un Kizora accepte de signer un contrat d'exclusivité. Sadu lui demande s'il en est sûr, étant donné qu'il a été repéré par Fresh Blood Idol. Kizora répond que cela le rend heureux, mais il se dit que Kiramine et Rion ne l'ont reconnu que tant qu'il y avait quelqu'un à combattre. Cependant, Sadu lui assure qu'il voit de la valeur dans ses capacités elles-mêmes, et c'est pourquoi il veut créer une guilde. Sadu mentionne le besoin d'un avocat, le salaire moyen étant d'environ 50 000. Si un Kizora a plus d'argent, il peut considérer son excellence dans le choix d'un avocat. Il discute également de la possibilité de créer d'autres types de vidéos que les évaluations. Un Kizora prend note de tout ce que lui dit Sadu et se rend ensuite au cabinet d'avocat Hugo, l'une des meilleures agences de Tokyo. Il est accueilli par deux représentants du cabinet, Kitikab, l'avocat représentant, et Shimizu Sakura, une avocate de l'agence. Il explique aux avocats sa capacité d'évaluation et sa filière, et ils discutent des frais de publicité du mois dernier, ainsi que de sa situation économique et de ses revenus. Kitikab se lève alors et désigne Shimizu, suggérant qu'il peut lui demander les détails du contrat avant de prendre une décision. Avant de partir, Kitikab la caresse et lui exprime sa confiance. Shimizu lui dit que, d'après leur discussion, elle lui serait reconnaissante de signer un contrat avec elle s'il la trouve apte à être son conseiller juridique. Il pense que Shimizu comprend ses intentions et qu'elle est prête à l'écouter avec empathie. Il s'estime heureux et accepte de signer un contrat avec elle. Elle lui explique que la création d'une entreprise implique des discussions sur l'actionnariat, et elle suppose qu'il détiendra toutes les actions. Il suggère de donner quelque part à Sadu, puisqu'il édite ses vidéos et qu'il a recommandé de créer une entreprise. Elle propose d'abord 5%, mais change rapidement pour 30%. Il lui demande si c'est bien ainsi, et elle lui répond que le président doit détenir plus de la moitié des actions pour éviter tout problème. Kitikab interroge Shimizu sur les Kizora et lui répond qu'il n'est pas familier avec les lois relatives à la création d'entreprises. Elle mentionne également qu'un Kizora donne la priorité aux obligations et dit qu'elle présentera quelqu'un qui partage leurs intérêts et qui peut acquérir la majorité des actions d'un Kizora. Kitikab se réjouit que leur plan progresse conformément aux instructions et semble optimiste quant à sa réussite. Il lui dit qu'elle a été une subordonnée incompétente, mais qu'il ne tiendra pas compte de ses erreurs passées si le plan se déroule bien. Elle quitte le bureau et se rend à la salle de bain, réfléchissant au fait qu'elle a reçu de tels ordres depuis qu'elle a rejoint l'entreprise, et qu'aucun d'entre eux ne s'est bien déroulé. La scène change et Kitikab parle à quelqu'un, expliquant que le niveau des explorateurs japonais a augmenté ces dernières années, mais que leur organisation n'est pas en mesure de prendre des mesures contre la principale guilde d'explorateurs du Japon. Leur plan est de créer plusieurs guildes subsidiaires et de les laisser influencer l'industrie japonaise des donjons. Elle demande à son interlocuteur de ne pas tout gâcher et l'assure qu'elle obtiendra une guilde avec un fort potentiel de croissance, même si elle doit employer la manière forte. Le lendemain, Kitikab est confus car Shimizu lui dit qu'il doit attribuer les 30% d'actions restantes à d'autres personnes. Elle lui explique qu'il est plus facile de distribuer des parts à des personnes de confiance lorsqu'on dirige une guilde. Il lui répond que ce n'est pas nécessaire car il lui donnera les 30% restants.
Elle est surprise par cette décision alors qu'ils viennent de se rencontrer. Il lui assure qu'il a confiance en sa capacité à juger les gens. Après leur rencontre, elle se rend aux toilettes et pense qu'un Kizora est sans doute fou. Elle se demande comment les choses peuvent bien se passer lorsque des personnes différentes détiennent chacune 30% des actions. Elle pense qu'il serait plus stable s'il gardait toutes les actions pour lui. Elle se demande également comment il peut lui faire confiance aussi facilement alors qu'ils ne se sont rencontrés que quelques fois. Au départ, il suffisait à un Kizora de signer les contrats nécessaires pour démarrer l'activité. Mais aujourd'hui, Sadu et Shimizu détiennent collectivement 60% des actions, ce qui signifie que s'ils unissent leurs forces, ils peuvent prendre le contrôle de la guilde. Ils ont déjà commencé à mettre en place Sadu. Le lendemain, un Kizora est surpris de trouver Sadu sur place. Ce dernier explique que Shimizu l'a appelé pour lui dire qu'il devait signer quelque chose. Le Kizora est confus car il n'a pas fourni à Shimizu les coordonnées de Sadu. Ils sont accueillis par Kitikab, qui leur demande de s'asseoir. Il demande à Kizora de signer tous les documents, et une fois que ce sera fait, il deviendra le PDG officiel, avec Shimizu comme conseiller juridique. Un Kizora pose des questions sur le contrat de conseil, mais Shimizu admet qu'elle n'en a pas créé. Elle s'excuse et remet sa lettre de démission. Kitikab demande pourquoi elle fait cela devant leurs clients. Elle se lève, s'excuse auprès d'un Kizora et révèle qu'ils l'ont trompée. Elle explique qu'elle a agi sous les ordres de son patron pour prendre le contrôle de sa guilde. Un Kizora l'informe qu'il connaissait déjà l'idée générale. Sa capacité d'évaluation lui permet de juger les intentions des autres. Le pouvoir qu'il a débloqué au niveau 10 est une compétence de jugement de moralité, qui lui permet de déterminer si quelqu'un veut profiter de lui. Ceux qui ont de mauvaises intentions sont recouverts d'une aura sombre, tandis que ceux qui n'en ont pas sont entourés d'une aura claire. Il savait depuis le début que Kitikab avait des arrière-pensées car il émettait une aura sombre, mais Shimizu ne montrait aucun signe de mauvaise intention. C'est pourquoi il lui fait confiance. Submergée par la joie, elle verse des larmes et le remercie. Soudain, Kitikab crie à Shimizu, lui demandant si elle sait au moins combien d'erreurs il a couvertes pour elle. Il menace de la poursuivre en justice pour dommages et intérêts et de retenir 1 an de son salaire si elle démissionne. Un Kizora lui assure qu'il est prêt à couvrir les dommages. Il se tourne vers Kitikab et suggère que, puisque Shimizu sera leur conseillère juridique, une avance peut lui être versée. Cependant, Shimizu révèle qu'elle a déjà refusé le poste plus tôt, laissant un Kizora perplexe. Elle explique que c'est parce qu'elle a conspiré avec son patron pour le tromper. Sadu explique à Shimizu qu'un Kizora est comme ça, croyant instantanément en ses rêves et rejetant même une offre pour rejoindre Fresh Blood Idol. Un Kizora demande alors une nouvelle fois à Shimizu si elle souhaite devenir son conseiller juridique pour la guilde. Elle accepte volontiers. Kitikab la menace, affirmant qu'elle ne pourra plus jamais travailler en tant qu'avocate. En réponse, elle présente une conversation enregistrée révélant comment il a manipulé d'autres guildes et discute de son implication dans un délit criminel où il a causé des dommages à un client pour des raisons personnelles. En outre, elle mentionne un incident antérieur de harcèlement sexuel au cours duquel il l'a invitée de façon persistante, elle qui est mariée, à se rendre dans un hôtel. Elle menace de le poursuivre en justice pour ses actes. Sur ce, ils partent tous, laissant Kitikab à genoux sur le sol. Tout en marchant, elle dit à un Kizora qu'elle ressent un mélange de gratitude et de culpabilité, et qu'elle va canaliser ses émotions en travaillant de toutes ses forces à la création d'une merveilleuse guilde. Ils discutent des étapes immédiates de la location d'un bureau de guilde, de la recherche de candidats prometteurs et du choix d'un nom de guilde. Sedu et Rihanna sont enthousiastes à l'idée de réfléchir à des noms potentiels, mais un Kizora révèle qu'il a déjà un nom en tête, même s'il n'est pas sûr qu'il soit assez bon. La scène passe à un Kizora qui regarde sa guilde nommée Analyzar. Ils ont loué un étage d'un immeuble d'habitation pour la guilde et ont déjà embauché 5 monteurs vidéo. Ils sont actuellement à la recherche d'aventuriers. Ils nomment ceux du chef du montage vidéo et emploient Shimizu à plein temps, cette dernière s'occupant également de diverses tâches administratives. En tant que maître de la guilde, il enregistre une convocation, appelant Anakurus Xenikurus. Anakurus le salue et s'enquiert du nombre d'heures pendant lesquelles il a besoin de son aide.
Il mentionne une option pour donner du pouvoir à Anacurus et s'enquiert du coup. Anacurus lui répond qu'il lui en coûtera 1 million pour libérer toute sa puissance. Bien qu'Inquisitora trouve cela cher, il reconnaît qu'il aura sans doute besoin de l'aide d'Anacurus lorsqu'il affrontera à nouveau l'elfe noir. Il veut qu'Anacurus soit aussi fort que possible contre l'elfe noir, et il se dit prêt à payer 1 million pour assister à la pleine puissance d'Anacurus. Anacurus lui demande s'il est sûr de lui en raison de l'importante somme d'argent en jeu. Cependant, Inquisitora le rassure en lui disant que ses revenus ont été corrects ces derniers temps et qu'il a déjà exprimé sa confiance en Anacurus. Touché par cette confiance, Anacurus remarque qu'il n'a jamais rencontré un humain comme lui auparavant, car la plupart des autres se retirent rapidement lorsqu'ils apprennent son prix. Le fait de pouvoir compter sur lui le rend heureux. Anacurus promet à Inquisitora de lui montrer toute la puissance de son esprit de rang A, en se transformant en vampire, afin qu'il ne regrette pas d'avoir été témoin de sa force. Xenicurus demande s'il a surpris Inquisitora. Inquisitora répond en disant que Xenicurus est très différent et s'interroge sur la raison de son apparence de vampire. Xenicurus explique qu'il y a longtemps, il a été rejeté par un dieu et s'est transformé en cette forme bestiale méprisée. Il précise qu'il n'est pas un vampire, mais plutôt un ange déchu. Inquisitora lui demande de démontrer sa force, reconnaissant qu'elle pourrait n'être que temporaire. Il exprime sa gratitude pour avoir pu reprendre sa forme originelle et jure de tout faire pour récompenser le Kisora. D'un seul mot, il utilise le pouvoir des ténèbres et emploie les compétences recherche, téléportation et lame dimensionnelle. Soudain, il disparaît, laissant un Inquisitora confus qui se demande où il est passé. Peu après, le niveau d'Inquisitora est multiplié par 3. Perplexe, Inquisitora se demande comment il a pu facilement augmenter son niveau jusqu'à 85. Xenicurus réapparaît et l'informe qu'il a réussi à vaincre tous les monstres de cet étage et des 5 suivants. Le Kisora est encore plus confus, mais il demande à Xenicurus comment il a réussi à vaincre les monstres. Xenicurus explique qu'il a utilisé la recherche pour localiser les monstres, la téléportation pour se déplacer à côté d'eux, et la lame dimensionnelle pour attaquer. Il n'a pas tenu compte des monstres déjà engagés dans un combat avec d'autres et s'est concentré sur ceux qu'il a rencontrés. Inquisitora lui fait remarquer qu'il n'est pas correct de vaincre des monstres que d'autres combattent déjà, car il gagne de l'argent en enregistrant des vidéos et en vendant les chutes. Cette révélation attriste Xenicurus, mais Inquisitora reconnaît ses incroyables capacités et lui conseille d'être plus prudent la prochaine fois. Cela rassure Xenicurus et lui rend sa joie de vivre. Inquisitora conclut qu'il ne fait aucun doute que Xenicurus est un allié incroyablement puissant et excessivement obéissant. C'est tout pour cet épisode. Faites-nous savoir ci-dessous si vous voulez en voir plus. Merci d'avoir regardé et passez une bonne journée.